Imaginez un village où tout le monde se connaît depuis des générations, où chaque secret finit par éclater au grand jour. Maintenant, imaginez qu'un homme respectable, père de famille, passe une nuit chez la seule prostituée du village. Ce qui s'est passé cette nuit-là a détruit plus que sa réputation. Ça a révélé quelque chose d'encore plus sombre, quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. Et si je vous disais que cette prostituée n'était pas celle qu'elle prétendait être? Salut à tous, c'est encore moi pour une nouvelle histoire qui va vous glacer le sang. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets les plus noirs d'un petit village français. Une histoire vraie qui s'est déroulée il y a quelques années et dont les habitants préfèrent encore ne pas parler. Si vous êtes prêts à découvrir jusqu'où peut aller la nature humaine, restez jusqu'à la fin. Et si cette histoire vous marque autant qu'elle m'a marqué, n'hésitez pas à vous abonner. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Saint-Rémy-sur-Loire. Un village de 800 âmes perdues dans la campagne française. Le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde, où les secrets n'existent pas longtemps, sauf celui de Marcel Dubois. 52 ans, marié depuis 28 ans à Colette, père de 3 enfants, comptable respecté, conseiller municipal, pilier de la communauté, le genre d'homme irréprochable que toutes les mères rêvent d'avoir pour gendre. Pourtant, ce mardi soir de novembre 2019, Marcel Dubois a pris une décision qui allait changer sa vie à jamais. Il s'est rendu chez Véronique Moreau, la seule prostituée officielle du village, celle dont tout le monde connaît l'activité, mais dont personne ne parle ouvertement. Une femme mystérieuse, arrivée 5 ans plus tôt, qui louait une petite maison isolée à la sortie du bourg. Ce qui devait être une simple transaction s'est transformé en cauchemar. Non pas à cause de ce qui s'est passé entre eux, mais à cause de ce que Marcel a découvert cette nuit-là. Un secret si terrible qu'il a préféré se taire plutôt que de révéler la vérité. Mais les secrets finissent toujours par éclater dans un petit village. Et celui-ci était sur le point de détruire bien plus que la réputation d'un homme. L'épouse de Marcel, Colette, avait remarqué les changements. Son mari rentrait tard, prétextant des heures supplémentaires au cabinet comptable. Il évitait son regard, parlait peu au dîner, se réveillait en sursaut la nuit en murmurant des mots incompréhensibles. Elle pensait à une liaison. Elle n'imaginait pas que la vérité était 1000 fois pire. Les enfants aussi sentèrent le malaise. Julie, l'aînée de 26 ans, remarquait l'air hagard de son père lors des repas dominicaux. Thomas, 23 ans, se demandait pourquoi son père refusait maintenant de le regarder dans les yeux. Et la petite dernière, Émilie, 18 ans, pleurait en secret, persuadée que ses parents allaient divorcer. 3 semaines après cette fameuse nuit, les premiers signes étranges sont apparus dans le village. Des animaux domestiques qui disparaissaient, des bruits inexpliqués la nuit. Des habitants qui affirmaient avoir vu des ombres bouger autour de la maison de Véronique. Le maire, François Lecomte, recevait des plaintes presque quotidiennes. Mais que pouvait-il faire? Véronique payait ses impôts, ne dérangeait personne officiellement. Marcel, lui, ne dormait plus. Il arpentait sa maison la nuit, vérifiait obsessionnellement les verrous, scrutait les fenêtres. Colette le trouvait parfois debout dans le salon à 3 heures du matin, fixant la route qui menait chez Véronique. Quand elle lui demandait ce qui n'allait pas, il répondait toujours la même chose. « Rien, je n'arrive pas à dormir. » Mais ce n'était pas rien. Marcel savait ce qu'il avait vu cette nuit-là. Dans la chambre de Véronique, accrochée au mur, il y avait eu une collection de photos. Des photos de tous les hommes du village qui étaient venus la voir au cours des 5 dernières années. Et sur chaque photo, un nom, une date et des notes manuscrites détaillées. Des informations personnelles que seule une enquête approfondie pouvait révéler. Ce qui l'avait terrorisé, c'était de reconnaître sur ces photos des hommes qu'il côtoyait tous les jours. Le boulanger, le pharmacien, même le curé du village. Mais surtout, il avait vu sa propre photo, prise à son insu, avec des informations sur sa famille, ses habitudes, ses horaires, comme si quelqu'un l'épiait depuis des mois. Si tu commences à avoir des frissons, c'est normal. Cette histoire ne fait que commencer. Et si tu veux connaître la suite, assure-toi de rester abonné. Parce que ce que Marcel va découvrir ensuite va dépasser tout ce que tu peux imaginer. En réalité, cette collection de photos n'était que la partie émergée de l'iceberg.
Marcel avait aussi aperçu, dans un tiroir entrouvert, des dossiers épais sur chaque famille du village. Des fiches détaillées sur les habitudes de chacun, les problèmes conjugaux, les difficultés financières, les secrets de famille. Véronique ne se contentait pas de vendre son corps. Elle collectait des informations. Mais pourquoi? Et pour qui? Marcel n'avait pas eu le courage de fouiller davantage. Il avait pris ce qu'il était venu chercher, un moment d'évasion de sa vie monotone, et était reparti précipitamment. Mais l'image de ces dossiers le hantait jour et nuit. Il réalisait maintenant qu'il était tombé dans un piège, que cette nuit avec Véronique n'était pas un hasard. Le lendemain de sa découverte, Marcel avait tenté de mener sa petite enquête. Il avait discrètement questionné d'autres hommes du village, sans jamais révéler qu'il était lui-même allé chez Véronique. Leur réaction l'avait glacé d'effroi. Tous semblaient terrifiés dès qu'on mentionnait son nom. Le pharmacien avait même refusé de lui vendre de l'aspirine quand Marcel avait évoqué les bruits étranges autour de la maison de la prostituée. C'est alors qu'il avait compris. Véronique ne faisait pas chanter ses clients de manière classique. Elle utilisait les informations collectées d'une manière beaucoup plus subtile et perverse. Elle manipulait la vie du village entier, orchestrant discrètement des événements, influençant des décisions, créant des tensions entre les familles. Elle tirait les ficelles dans l'ombre. Marcel se souvenait maintenant de détails troublants des derniers mois. Le divorce soudain des Martin, un couple pourtant stable. La faillite inexpliquée de l'épicerie Rousseau. L'affaire de mœurs qui avait éclaboussé le directeur de l'école. Tous ces événements semblaient maintenant liés. Véronique était l'araignée au centre de la toile, et tous les habitants du village étaient ses proies. Plus Marcel y réfléchissait, plus il réalisait l'ampleur de la manipulation. Véronique avait choisi ce petit village isolé pour une raison précise. Elle avait étudié chaque famille, identifié les faiblesses de chacun, et s'était installée comme une prédatrice patiente. Sa profession n'était qu'un prétexte pour attirer les hommes et collecter des informations compromettantes. Mais le plus terrifiant restait à découvrir. Marcel avait remarqué, parmi les photos et les dossiers, des références à des clients spéciaux, des hommes qui ne venaient pas pour ses services habituels, mais pour autre chose. Des rendez-vous marqués d'un code couleur différent, avec des montants bien plus élevés que le tarif habituel d'une prostituée de campagne. Une nuit, incapable de dormir, Marcel avait pris sa voiture et était allé observer la maison de Véronique depuis la route. Ce qu'il avait vu l'avait pétrifié. Vers 2 heures du matin, une voiture aux vitres teintées était arrivée. 3 hommes en costume sombre en étaient sortis. Ils étaient restés 1 heure à l'intérieur, puis étaient repartis avec des enveloppes épaisses. Marcel avait compris qu'il était témoin de quelque chose de bien plus grave qu'un simple réseau de prostitution. Véronique vendait les informations qu'elle collectait. Mais à qui? Et dans quel but? Les réponses à ces questions allèrent le conduire dans un engrenage infernal dont il ne soupçonnait pas encore l'ampleur. Le lendemain, il avait tenté de parler à sa femme Colette. Sans révéler sa propre implication, il avait évoqué ses soupçons sur Véronique. La réaction de Colette l'avait surpris. Au lieu de s'indigner, elle avait paru effrayée. « Ne te mêle pas de ça, Marcel. Cette femme, il y a quelque chose de pas normal chez elle. Laisse tomber. » Cette réaction avait confirmé ses pires craintes. Les semaines suivantes, Marcel a commencé à observer le village différemment. Chaque interaction, chaque conversation prenait une dimension sinistre. Il voyait maintenant les fils invisibles que Véronique tirait depuis sa petite maison isolée. Le maire qui changeait subitement ses décisions au conseil municipal. Le médecin qui orientait certains patients vers des spécialistes bien précis. Le notaire qui conseillait des placements financiers douteux. Tout semblait orchestré selon un plan invisible. Véronique n'agissait jamais directement. Mais son influence se ressentait partout. Elle avait transformé Saint-Rémy-sur-Loire en un véritable laboratoire humain, expérimentant avec la vie de ses habitants comme un scientifique avec des rats de laboratoire. Et le plus terrifiant, c'est que personne ne semblait s'en rendre compte, sauf Marcel. Il avait commencé à tenir un carnet secret, notant tous les événements étranges, toutes les coïncidences troublantes. Les schémas qui émergeaient de ses observations le glaçaient d'effroi. Véronique ne se contentait pas de manipuler individuellement ses victimes. Elle orchestrait des conflits entre familles, créait des alliances inattendues,
manipulait même les élections locales. Le plus troublant était de constater à quel point elle connaissait intimement chaque habitant. Elle savait qui était endetté, qui trompait sa femme, qui cachait des problèmes de santé, qui avait des difficultés avec ses enfants. Ces informations, collectées via ses clients, mais aussi par d'autres moyens, lui donnaient un pouvoir absolu sur la communauté. Marcel avait découvert que Véronique fréquentait régulièrement la bibliothèque municipale, où elle consultait les archives locales. Elle épluchait les actes de naissance, les registres fonciers, les comptes rendus des conseils municipaux des décennies passées. Elle reconstituait l'histoire de chaque famille, identifiant les secrets enfouis, les hontes cachées, les traumatismes transmis de génération en génération. L'identité des clients spéciaux de Véronique commençait à se dessiner. Marcel avait réussi à identifier certaines des voitures qui venaient de la nuit. Des plaques d'immatriculation qu'il avait discrètement notées et recherchées sur Internet. Ce qu'il avait découvert l'avait terrifié. Ces hommes n'étaient pas des clients ordinaires. C'étaient des professionnels de l'information, des détectives privés, des journalistes d'investigation, peut-être même des agents de services secrets. Véronique ne vendait pas seulement les secrets du village. Elle les vendait à des organisations qui avaient leurs propres agendas. Marcel imaginait le pire. Et si Saint-Rémy-sur-Loire était un terrain d'expérimentation pour des techniques de manipulation de masse? Et si ce petit village servait de laboratoire pour tester des méthodes de contrôle social avant de les appliquer à plus grande échelle? Cette hypothèse, aussi folle qu'elle puisse paraître, expliquait l'efficacité redoutable de Véronique. Elle n'improvisait pas. Elle appliquait des techniques sophistiquées, probablement développées par des experts en psychologie comportementale. Chaque manipulation était calculée, chaque intervention minutieusement préparée. Marcel se souvenait maintenant d'autres détails troublants. L'arrivée de Véronique au village coïncidait avec l'installation de nouvelles antennes de télécommunications. Des travaux de rénovation de la mairie qui avaient duré étrangement longtemps. L'arrivée de nouveaux habitants, tous étrangement discrets, qui semblaient surveiller plutôt qu'intégrer la communauté. Tu commences à comprendre l'ampleur de la conspiration, mais si tu penses que c'est déjà terrifiant, attends de découvrir la suite, parce que Marcel va bientôt réaliser que lui aussi est devenu une pièce de cet échiquier diabolique. Si tu oses continuer, reste avec moi jusqu'à la fin. 1 mois après sa nuit chez Véronique, Marcel a reçu un appel anonyme. Une voix féminine, déformée électroniquement, lui a donné rendez-vous dans un café de la ville voisine. Le message était clair. Si vous voulez protéger votre famille, venez seul. Marcel savait qu'il n'avait pas le choix. Le piège se refermait sur lui. Au café, personne ne l'attendait. Mais sur la table qu'on lui avait indiquée, il y avait une enveloppe. À l'intérieur, des photos de sa femme et de ses enfants, prises récemment, à leur insu. Sur chaque photo, un lieu, une heure précise. Le message était clair. Nous savons tout de votre famille. Nous pouvons les atteindre quand nous voulons. Avec les photos, il y avait une lettre. Pas de menace directe, mais une proposition. Marcel devait devenir un informateur, utiliser sa position de conseiller municipal et de comptable pour collecter des informations sur les finances du village, sur les projets en cours, sur les décisions prises en conseil. En échange, sa famille serait protégée et son escapade chez Véronique resterait secrète. Marcel comprenait maintenant le piège dans lequel il était tombé. Sa nuit chez Véronique n'était pas un hasard. Elle l'avait séduit, l'avait attiré chez elle dans un but précis. Elle avait besoin d'un homme de confiance au cœur des institutions locales. Quelqu'un de respecté, au-dessus de tout soupçon, capable d'accéder aux informations sensibles. La suite de la lettre révélait l'ampleur de l'opération. Marcel n'était qu'un pion parmi d'autres. Le pharmacien collectait des informations sur la santé des habitants. Le postier surveillait le courrier. Le garagiste installait des dispositifs d'écoute dans les voitures. Toute une partie du village travaillait maintenant, consciemment ou non, pour Véronique et ses mystérieux employeurs. Marcel avait d'abord pensé à tout révéler à la police. Mais qui le croirait? Et surtout, comment prouver ses accusations sans s'impliquer lui-même? Sa crédibilité serait anéantie dès qu'on découvrirait qu'il était allé chez une prostituée. Sa famille serait déshonorée, sa carrière ruinée. Et si Véronique et ses complices étaient vraiment aussi puissants qu'ils le soupçonnaient, il trouverait un moyen de l'empêcher de témoigner. Il avait ensuite envisagé de fuir avec sa famille. Mais où aller?
Et comment expliquer à Colette et aux enfants cette fuite précipitée? De plus, la lettre était claire. Distance ne rime pas avec sécurité. Nous vous retrouverons. Marcel était pris au piège, condamné à coopérer ou à voir sa famille menacée. Les mois suivants ont été un cauchemar pour Marcel. Il collectait les informations demandées, les transmettait selon les instructions reçues, et voyait le village changer sous ses yeux. De nouveaux projets immobiliers étaient approuvés, bénéficiant étrangement à des investisseurs extérieurs. Des terres agricoles étaient vendues à des prix dérisoires. Le village perdait lentement son âme, transformé en terrain de spéculation. Marcel réalisait qu'il participait à la destruction de sa propre communauté. Mais chaque tentative de résistance était rapidement matée. Un soir où il avait tenté de saboter une délibération du conseil municipal, sa fille Émilie avait eu un accident de voiture. Rien de grave, mais le message était clair. Véronique et ses complices ne plaisantaient pas. Le pire était de croiser le regard des autres habitants. Marcel voyait dans leurs yeux la même terreur silencieuse que celle qui l'habitait. Combien d'entre eux étaient-ils aussi devenus des complices forcés? Combien cachaient-ils les mêmes secrets, la même honte, la même impuissance? 6 mois après sa première nuit chez Véronique, Marcel a fait une découverte qui a changé sa compréhension de toute l'affaire. En fouillant dans les archives municipales pour une mission que lui avait confiée l'organisation, il est tombé sur un dossier qui l'a glacé d'effroi. Véronique Moreau n'existait pas. Cette identité était fausse, créée de toutes pièces. La vraie Véronique Moreau était morte dans un accident de voiture en 2010, à l'âge de 28 ans. Celle qui se faisait passer pour elle avait usurpé son identité avec une perfection troublante. Marcel avait découvert que même les services administratifs du village avaient été trompés. Qui était vraiment cette femme qui manipulait leur communauté depuis 5 ans? En creusant davantage, Marcel a découvert des indices troublants, des formations en psychologie comportementale suivies sous une autre identité, des stages dans des entreprises de sécurité privée, un passé militaire effacé mais dont subsistaient quelques traces. Cette femme n'était pas une prostituée reconvertie en maître chanteur. C'était une professionnelle de la manipulation, probablement formée par des services spécialisés. Cette révélation a terrorisé Marcel plus que tout le reste. Il ne faisait pas face à une criminelle ordinaire, mais à un agent infiltré, probablement soutenu par une organisation puissante. Les enjeux dépassaient largement le petit village de Saint-Rémy-sur-Loire. Ils étaient les cobayes d'une expérimentation à grande échelle. Marcel a alors compris pourquoi le village avait été choisi. Isolé, avec une population stable et âgée, des institutions locales facilement manipulables, un maire influençable et des habitants peu méfiants. L'endroit idéal pour tester des techniques de contrôle social avant de les appliquer ailleurs. Saint-Rémy-sur-Loire était devenu un laboratoire grandeur nature. Et si tu penses que c'est le pire de cette histoire, détrompe-toi. Ce que Marcel va découvrir ensuite va dépasser tous ses cauchemars. Si tu veux connaître la vérité, assure-toi de rester jusqu'à la fin, parce que la réalité est encore plus sombre que tout ce qu'on peut imaginer. Les recherches de Marcel l'ont mené vers une découverte encore plus effroyable. En croisant les informations qu'il avait collectées avec des données trouvées sur Internet, il a identifié un schéma troublant. Saint-Rémy-sur-Loire n'était pas un cas isolé. D'autres petits villages français avaient connu des évolutions similaires ces dernières années. L'arrivée mystérieuse d'une femme seule, des changements inexpliqués dans la dynamique locale, des décisions municipales étranges. Marcel a identifié au moins une douzaine de cas similaires dans toute la France. Chaque fois, le même profil. Un village rural isolé, entre 500 et 1000 habitants, avec des institutions locales fragiles. Et chaque fois, l'arrivée d'une femme mystérieuse qui s'installait discrètement et commençait à tisser sa toile d'influence. Véronique n'était qu'un pion dans un réseau national, peut-être même international. Cette découverte a plongé Marcel dans un état de panique totale. Il réalisait qu'il était témoin d'une opération de manipulation de masse sans précédent. Quelqu'un, quelque part, testait des techniques de contrôle social sur la population française, utilisait des villages entiers comme terrain d'expérimentation, transformait des communautés rurales en laboratoires humains. Mais qui était derrière cette opération? Un gouvernement étranger? Une organisation criminelle internationale?
une entreprise privée développant des techniques de marketing comportemental? Marcel n'avait pas les moyens de le découvrir. Il était qu'un simple comptable de village, pris dans un engrenage qui le dépassait complètement. Ce qui l'effrayait le plus était de constater l'efficacité du système. En moins de 5 ans, Véronique avait transformé Saint-Rémy-sur-Loire selon ses objectifs. La population était maintenant docile, manipulable, prévisible. Les décisions importantes étaient prises par des gens qui croyaient agir librement, mais suivaient en réalité un script invisible. Le village était devenu une marionnette entre les mains d'un marionnettiste invisible. En étudiant les dossiers que Véronique constituait sur chaque famille, Marcel a réalisé l'ampleur des dégâts psychologiques causés par son système de manipulation. Elle ne se contentait pas de collecter des informations. Elle s'amusait à détruire des vies, à briser des familles, à créer des traumatismes qui se transmettraient de génération en génération. Le cas de la famille Martin était exemplaire. Véronique avait orchestré leur divorce en manipulant les 2 époux séparément. Elle avait convaincu Madame Martin que son mari la trompait, et Monsieur Martin que sa femme le ruinait financièrement. Les 2 accusations étaient fausses, mais présentées avec suffisamment de preuves fabriquées pour paraître crédibles. Le couple s'était déchiré, les enfants en avaient souffert, et la famille était maintenant brisée. L'affaire du directeur d'école était encore plus révoltante. Véronique avait fabriqué des accusations de pédophilie contre cet homme irréprochable, père de famille respectable, adoré par ses élèves. Elle avait manipulé quelques parents inquiets, créé une psychose collective et obtenu son renvoi. L'homme avait sombré dans la dépression. Sa famille avait été obligée de quitter le village. Véronique s'était ensuite arrangée pour faire nommer un nouveau directeur, probablement l'un de ses complices. Marcel découvrait que chaque événement dramatique des 5 dernières années portait la signature invisible de Véronique. Suicide, dépression, faillite, divorce, accident, rien n'était laissé au hasard. Elle avait transformé le village en un théâtre macabre où elle écrivait le script de chaque tragédie personnelle. Le plus révoltant était de constater qu'elle prenait plaisir à ces manipulations. Marcel avait trouvé dans ses dossiers des commentaires personnels, des notes où elle se félicitait de ses réussites. Détruire des vies était devenu pour elle un jeu, une expérimentation grandeur nature, où les habitants du village n'étaient que des rats de laboratoire. Au fur et à mesure que Marcel comprenait l'ampleur de la manipulation, il réalisait que Véronique escaladait ses méthodes. Ce qui avait commencé par du simple chantage évoluait vers des formes de violence de plus en plus directes. Les accidents se multipliaient, frappant systématiquement ceux qui osaient résister ou poser trop de questions. L'accident de voiture de sa fille Émilie n'était pas isolé. Marcel avait identifié une série d'incidents similaires touchant les proches de personnes problématiques. Des freins qui lâchaient, des escaliers qui devenaient glissants, des outils agricoles qui se déréglaient mystérieusement. Véronique et ses complices ne se contentaient plus de manipuler. Ils éliminaient physiquement les obstacles. Cette escalade terrorisait Marcel. Il comprenait que l'expérimentation entrait dans une phase plus dangereuse. Peut-être que les résultats obtenus à Saint-Rémy étaient si concluants que l'organisation décidait de tester des méthodes plus radicales. Le village était devenu un terrain d'expérimentation pour des techniques de terreur et d'intimidation. Marcel avait aussi remarqué l'arrivée de nouveaux habitants au village. Des personnes qui s'installaient discrètement, prétextant rechercher la tranquillité de la campagne, mais qui semblaient plutôt surveillées et intimidées. Leur présence créait un climat de méfiance et de peur qui paralysait toute velléité de résistance. Le plus effrayant était de constater que les autorités officielles semblaient complètement aveugles à la situation. Ou pire, complices. Les quelques tentatives de Marcel pour alerter discrètement les gendarmes avaient été ignorées, comme si un ordre était venu d'en haut pour ne pas s'intéresser à ce qui se passait à Saint-Rémy-sur-Loire. 1 an après sa première nuit chez Véronique, Marcel a enfin découvert la vérité ultime. En fouillant dans les papiers de son père décédé, ancien résistant pendant la guerre, il est tombé sur des documents qui ont éclairé toute l'affaire d'un jour nouveau. Saint-Rémy-sur-Loire avait déjà été utilisé comme terrain d'expérimentation dans le passé. Pendant l'occupation, les nazis y avaient testé des techniques de contrôle des populations rurales. Les archives de son père révélaient que le village avait été choisi en 1942 par un officier SS spécialisé dans la guerre psychologique.
Cet homme avait développé des méthodes de manipulation qui avaient ensuite été appliquées dans d'autres régions occupées. Saint-Rémy avait servi de laboratoire pour perfectionner l'art du contrôle mental des populations. La découverte la plus terrifiante était que cette expérimentation n'avait jamais vraiment cessé. Après la guerre, d'autres organisations avaient pris le relais. Services secrets, groupes industriels, laboratoires pharmaceutiques, le village était devenu une sorte de zone franche de l'expérimentation humaine, transmise de génération en génération d'expérimentateurs. Véronique n'était donc que le dernier maillon d'une chaîne remontant à plus de 70 ans. Une tradition monstrueuse de manipulation qui avait façonné le caractère docile des habitants, préparé le terrain pour chaque nouvelle expérimentation. Les générations précédentes avaient subi des traumas qui les avaient rendus particulièrement vulnérables aux nouvelles formes de manipulation. Marcel comprenait maintenant pourquoi sa propre résistance était si difficile. Il luttait non seulement contre Véronique et son organisation, mais contre des décennies de conditionnement collectif. Le village entier était programmé pour accepter la domination, pour ne pas poser de questions, pour obéir aveuglément aux figures d'autorité. Et si cette révélation te glace le sang, prépare-toi au pire, parce que Marcel va bientôt découvrir que lui-même, sa famille, toute sa lignée fait partie intégrante de cette expérimentation depuis des générations. La vérité est encore plus horrible que tout ce qu'il imaginait. En fouillant plus profondément dans les archives familiales, Marcel a fait une découverte qui l'a anéanti. Son grand-père n'était pas le héros de guerre qu'il croyait. C'était l'un des premiers collaborateurs de l'expérimentation nazie. Il avait livré ses propres voisins aux expérimentateurs, permis les premiers tests de manipulation, participé activement à la transformation du village en laboratoire humain. Cette collaboration ne s'était pas arrêtée à la libération. Le grand-père de Marcel avait continué à servir les nouveaux maîtres, aidant chaque génération d'expérimentateurs à perfectionner leurs techniques. En échange, sa famille avait été protégée, préservée des pires manipulations, maintenue dans une position sociale respectable. Marcel était l'héritier de cette trahison ancestrale. Son père avait continué la tradition familiale, devenant l'informateur officieux de chaque nouveau cycle d'expérimentation. Sa position de comptable n'était pas un hasard. Elle lui permettait d'accéder aux informations financières de tous les habitants, de surveiller leurs faiblesses économiques, de préparer le terrain pour les manipulations futures. Marcel avait hérité de ce rôle sans le savoir. Mais le plus terrifiant était de découvrir que sa propre nuit chez Véronique était programmée depuis des années. Son péché n'était pas une faiblesse personnelle, mais l'accomplissement d'un script écrit depuis longtemps. Véronique savait qu'il viendrait parce que c'était prévu dans le plan. Chaque détail de sa vie avait été orchestré pour l'amener à ce moment précis. Marcel réalisait qu'il n'avait jamais eu de libre arbitre. Ses choix, ses décisions, même ses désirs les plus intimes avaient été façonnés par des décennies de manipulations subtiles. Il était le produit d'une expérimentation transgénérationnelle, un cobaye de 3e génération, dont la personnalité entière avait été construite pour servir les objectifs des expérimentateurs. Cette révélation a brisé quelque chose en Marcel. Il comprenait maintenant pourquoi sa résistance était si difficile. Il ne luttait pas seulement contre Véronique, mais contre sa propre programmation, contre des réflexes conditionnés depuis l'enfance, contre une nature artificielle construite pour obéir et servir. Face à cette révélation terrifiante, Marcel a pris une décision extrême. Il ne pouvait plus vivre avec le poids de cette hérédité maudite. Il devait briser le cycle coûte que coûte, même si cela devait lui coûter la vie. Il a commencé à planifier sa vengeance contre Véronique et toute l'organisation qui l'employait. Sa première action a été de révéler tout ce qu'il savait à sa femme Colette. La réaction de cette dernière l'a stupéfiée. Au lieu de l'horreur attendue, Colette a affiché un calme troublant. Elle savait déjà. Elle avait toujours su. Son mariage avec Marcel n'était pas non plus un hasard. Elle faisait partie du système, chargé de le surveiller, de l'orienter, de s'assurer qu'il remplisse bien son rôle d'informateur. Cette révélation a achevé de détruire Marcel psychologiquement. Il découvrait que même sa vie privée la plus intime était une mise en scène, que sa femme, la mère de ses enfants, n'était qu'une geôlière déguisée en épouse aimante, que ses enfants étaient probablement eux aussi conditionnés pour perpétuer le cycle familial de collaboration. Marcel a alors compris qu'il était complètement seul. Personne dans sa famille, personne au village ne pouvait l'aider. Tous étaient soit complices,
soit victime conditionnée du système. Sa révolte ne pouvait compter que sur lui-même, et ses chances de succès étaient nulles face à une organisation si puissante et si bien organisée. Mais Marcel était arrivé au point de non-retour. La découverte de sa véritable nature, de son héritage familial maudit, de la manipulation dont il était victime depuis sa naissance, avait libéré en lui une rage destructrice. Il préférait mourir en essayant de détruire le système, plutôt que de continuer à vivre en esclave conscient de sa servitude. Tu sens cette rage qui monte en Marcel? Cette révolte désespérée contre un système qui a détruit sa vie et celle de ses ancêtres? Si tu veux connaître le dénouement de cette histoire terrifiante, reste avec moi, parce que ce que Marcel va faire va changer à jamais le destin de Saint-Rémy-sur-Loire. Marcel a élaboré un plan aussi désespéré qu'efficace. Il allait révéler publiquement toute la vérité sur l'expérimentation, même si cela devait causer sa perte. Il avait constitué un dossier complet avec toutes les preuves collectées, photos, documents, témoignages, liens avec les autres villages manipulés. Il comptait diffuser ces informations simultanément sur tous les réseaux sociaux et les envoyer à tous les médias nationaux. Mais Marcel savait que Véronique et ses complices ne le laisseraient pas faire. Il s'attendait à être éliminé avant d'avoir pu révéler la vérité. C'est pourquoi il avait prévu un système de sécurité. Si quelque chose lui arrivait, le dossier serait automatiquement diffusé par un programme informatique qu'il avait mis au point avec l'aide d'un ami hacker rencontré sur Internet. La nuit choisie pour sa révélation était symbolique, l'anniversaire de sa première visite chez Véronique. Marcel voulait boucler la boucle, transformer cette date maudite en jour de libération pour tout le village. Il avait programmé la diffusion pour minuit précise, l'heure où le mensonge céderait enfin la place à la vérité. Mais Véronique était plus maligne qu'il ne l'imaginait. Elle avait anticipé sa révolte, probablement préparée depuis longtemps selon le script de l'expérimentation. La réaction des cobayes faisait partie du programme. Même sa rébellion était prévue, étudiée, exploitée à des fins expérimentales. La veille de sa révélation programmée, Marcel a reçu la visite de Véronique en personne. Pour la première fois depuis des mois, elle se présentait chez lui, souriante, détendue, presque amicale. Elle venait lui proposer un marché, une dernière négociation avant l'affrontement final. Véronique s'est assise dans le salon de Marcel, comme si elle était chez elle. Elle connaissait la maison par cœur, savait où se trouvait chaque objet, chaque cachette. Elle avait surveillé cette famille pendant des années, étudié leurs habitudes, préparé ce moment avec une précision chirurgicale. Son sourire était celui d'un prédateur sûr de sa victoire. Son offre était simple et terrifiante. Marcel pouvait choisir de révéler la vérité et voir sa famille entière éliminée dans les heures suivantes, ou accepter de devenir un partenaire à part entière de l'organisation, bénéficier de privilèges considérables et garantir la sécurité de ses proches. En échange, il devrait aider à étendre l'expérimentation à d'autres villages, devenir un recruteur pour l'organisation. Véronique lui a expliqué que l'expérimentation de Saint-Rémy touchait à sa fin. Les techniques développées ici allaient maintenant être appliquées à plus grande échelle. Le village avait servi son objectif de laboratoire. Il était temps de passer à l'étape suivante, la manipulation de populations urbaines entières. Marcel pouvait soit disparaître avec son village, soit participer à cette nouvelle phase d'expansion. Elle lui a montré des images de ce que l'avenir lui réservait s'il acceptait. Une villa luxueuse dans le sud de la France, ses enfants dans les meilleures écoles privées, sa femme libérée de son rôle de surveillance, devenant enfin une vraie épouse. Une vie dorée en échange de sa collaboration active à l'asservissement de millions de personnes. Marcel écoutait cette offre diabolique en mesurant l'ampleur de sa défaite. Même sa révolte était prévue, exploitée, transformée en opportunité par ses bourreaux. Il n'y avait pas d'échappatoire possible. Soit il acceptait de devenir complice, soit il condamnait sa famille. Le système était parfait, imparable, inhumain dans sa logique implacable. Faced with this impossible choice, Marcel made a decision that Véronique hadn't anticipated. He accepted her offer, but with a secret plan. He would pretend to collaborate while preparing the ultimate revelation that would expose not just Saint-Rémy's experiment, but the entire national network. He would become a double agent, using his new position to gather evidence of the larger conspiracy. Les semaines suivantes, Marcel a joué le jeu de la collaboration.
Il a participé aux réunions secrètes de l'organisation, rencontré les vrais dirigeants, découvert l'ampleur internationale du réseau. Ce qu'il a appris dépassait ses pires cauchemars. L'expérimentation ne se limitait pas à la France. Des centaines de villages dans toute l'Europe servaient de laboratoire pour perfectionner les techniques de contrôle social. Mais Marcel collectait secrètement toutes ces informations. Il enregistrait les conversations, photographiait les documents, mémorisait les noms et les visages. Il préparait le dossier le plus complet jamais constitué sur cette organisation criminelle. Un dossier qui, une fois révélé, pourrait détruire tout le réseau mondial. Le plan de Marcel était simple. Attendre le moment où l'organisation lui ferait suffisamment confiance pour lui révéler tous ses secrets, puis déclencher une révélation massive qui exposerait simultanément toutes les expérimentations en cours. Même si cela devait lui coûter la vie, il sauverait des milliers d'autres villages de ce destin atroce. Mais Véronique était plus intelligente qu'il ne le pensait. Elle avait deviné son double jeu depuis le début. Sa collaboration faisait partie de l'expérimentation. Elle voulait étudier comment un cobaye se comportait quand il croyait pouvoir retourner le système contre lui-même. Marcel était encore une fois manipulé sans le savoir. Si tu penses que cette histoire ne peut pas devenir plus sombre, tu te trompes. Parce que le vrai dénouement va révéler une vérité si horrible que même Marcel n'était pas préparé à l'affronter. Reste jusqu'à la fin si tu oses connaître le secret ultime de Saint-Rémy-sur-Loire. Et voilà comment s'achève cette histoire terrifiante, mais vraiment terrifiante. Marcel a découvert que même sa révolte était programmée, que sa résistance faisait partie de l'expérimentation. Il n'y a pas d'échappatoire possible dans ce système diabolique qui transforme même la rébellion en données exploitables. Cette histoire vous a marqué ? Elle devrait, parce qu'elle nous rappelle à quel point nous pouvons être manipulés sans même nous en rendre compte, à quel point nos choix peuvent être influencés par des forces invisibles, à quel point notre liberté peut n'être qu'une illusion soigneusement entretenue. Si cette histoire vous a glacé le sang, si elle vous a fait réfléchir sur la nature de votre propre libre arbitre, alors abonnez-vous à la chaîne, parce que j'ai encore des dizaines d'histoires comme celle-ci à vous raconter. Des histoires vraies qui révèlent les faces cachées de notre société, des secrets que certains préféreraient garder enfouis, et surtout, regardez autour de vous, observez votre propre village, votre propre quartier. Qui sait si vous ne vivez pas vous aussi dans un laboratoire humain sans le savoir ? Qui sait si vos propres choix ne sont pas dirigés par une main invisible ? La réalité dépasse souvent la fiction, et c'est ça qui rend ces histoires si terrifiantes, parce qu'elles pourraient être vraies, parce qu'elles le sont peut-être déjà. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'horreur du quotidien. Et n'oubliez pas, la vérité est souvent plus effrayante que tous les cauchemars.